Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mai. Le titre du jour est « Encore du vert sur les indices ». En effet, indices américains et européens sont bien orientés pour la troisième séance consécutive à la hausse cette semaine. On va pouvoir commencer cette émission. Bienvenue à tous et je salue également tous ceux qui regardent la version enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les outils de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions. Nous allons parler des statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Comme tous les matins, nous allons parler des indices, des actions, du forex et des matières premières. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nous nous orientons vers une troisième séance consécutive de hausse sur le CAC 40, en l'absence potentiellement de catalyseurs baissiers. Le pétrole Brent touche les $50 pour la première fois depuis novembre 2015. Il permet au secteur des matériaux de base et de l'énergie d'être soutenu et bien évidemment c'est un facteur de soutien pour les indices boursiers. Les biotech se reprennent également puisque nous avons vu l'indice des biotech US, le NBI, reprendre des couleurs hier. Il était en hausse de 1,15%. Le dollar américain, qui est en hausse pour la quatrième semaine consécutive cette semaine, consolide un petit peu hier et encore ce matin. Il revient sur la borne des 95 points et il engendre ainsi un rebond des actifs dénominés en dollars, comme par exemple l'euro-dollar ou encore l'or. Et puis on en parlera dans la partie graphique, la paire AUD-NZD reprend 100 pips en 24 heures et valide un point clé dont nous avions parlé à plusieurs reprises à 1,0620. En termes d'actualité macroéconomique, le blocage de la France s'intensifie, mais le gouvernement ne souhaite pas revoir ou retirer sa loi travail pour le moment. La BCE va accepter des emprunts d'État grecs en garantie lors d'opérations de refinancement des banques du pays. Donc c'est une bonne chose. On a de nouveau un petit peu confiance dans la Grèce, notamment suite à l'enveloppe qui a été récemment débloquée pour le pays de 10 milliards d'euros. Market Securities considère la chute des résultats américains comme le prémisse d'une récession. Nous avons parlé de ce fameux risque récessif la semaine dernière lors d'un webinaire qui sera publié très prochainement sur notre chaîne YouTube. La BCE pourrait présenter des mesures pour réduire les créances douteuses sur les banques européennes. Nous verrons cela lors de la réunion du 2 juin prochain. Et d'ailleurs, nous ferons une émission en direct pour la BCE à 14h15 comme à chaque fois. Le yuan retrouve ses plus hauts annuels, signe de tension sur les marchés chinois. Comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, les chiffres chinois parus étaient toujours en demi-teinte. Les marchés chinois restent sous pression. Nous suivrons les développements sur ces marchés dans les séances et semaines à venir. Et puis au Japon, le ministre des Finances japonais Taro Aso a déclaré au G7 que le Japon augmenterait la TVA de 8 à 10% en avril 2017. Et cela, bien évidemment, ça fait pression sur le Nikkei. Le Nikkei s'est malgré tout très bien tenu cette nuit, grâce notamment au soutien du pétrole qui, comme je vous le disais, avoisine les $50. En termes d'actualité, actions et entreprises, Faiveley a publié un résultat net en baisse de 7,8%. Malgré tout, le titre se tenait à l'ouverture. Darty, qui va fusionner avec la Fnac, a fait état d'une croissance de 12,8% de ses ventes au quatrième trimestre. Pierre et Vacances a réduit sa perte à 75 millions d'euros au premier semestre 2015-2016. D'ailleurs, le titre était en forte hausse ce matin, plus de 4%. Il inscrivait ainsi un nouveau plus haut annuel. SFR a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition d'Altis Media Group France. Et puis Sanofi a vu la FDA recommander l'approbation d'un de ses traitements du diabète de type 2 chez l'adulte. C'est ce qui soutenait un petit peu le titre ce matin à l'ouverture.
Lorsqu'on regarde les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, on retrouve en tête du CAC ArcelorMittal. En effet, les matériaux de base sont recherchés. On va le voir aussi, la valeur française Eramet est recherchée ce matin dans ce secteur. Et puis on a toujours le secteur pétrolier qui est recherché avec Technip et Total qui sont en hausse de 0,70%. On retrouve également Valeo et Accor. Donc on a principalement donc, de la hausse. Et puis dans les baisses, vous voyez qu'on a BNP Société Générale et Crédit Agricole qui baissent. Alors ces dernières séances, je vous ai expliqué que lorsque le secteur bancaire était recherché, c'était plutôt signe d'appétit pour le risque. Le fait que les banques soient en baisse de 1% ce matin ne veut pas forcément dire qu'il y a de l'aversion ou de la peur sur les marchés. Ce sont tout simplement des consolidations légitimes des cours de ces actions après 2 séances de forte hausse d'affilée. Côté statistiques passées, on a eu l'indice du climat des affaires IFO en Allemagne qui est ressorti à 107,7 hier, donc supérieur aux attentes. Il vient un petit peu contrebalancer l'indice de sentiment ZOO en Allemagne qui avait été publié la veille et qui était ressorti inférieur aux attentes. L'indice PMI des services US est ressorti hier inférieur aux attentes à 51,2 contre 53,1. Et puis les stocks de pétrole sont ressortis en forte baisse de 4,7 millions de barils. C'est une des plus fortes baisses des stocks de pétrole depuis le début de l'année 2016. Cette journée, aujourd'hui, on a un beau programme de statistiques. À 10h30, on aura le PIB révisé en Angleterre. À 14h30, on aura les commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que les chiffres hebdomadaires du chômage. Et puis à 16h, on aura un indice du logement aux États-Unis. Et à 16h30, on aura, comme tous les jeudis, la publication des stocks de gaz naturel. D'ailleurs, en parlant du gaz naturel, j'ai sélectionné donc ce matin une des figures graphiques reconnues par la plateforme de CMC Market sur le gaz naturel en données journalières. Il s'agit d'un triangle dont nous avions déjà parlé ensemble ces dernières séances, qui est noté sur la plateforme 4 étoiles sur 5. Ce triangle matérialise l'indécision qui plane sur les cours du gaz naturel depuis à peu près 1 mois et demi. Nous surveillerons la sortie de cette figure et si la sortie se réalise, eh bien, il faudra prendre la hauteur de la figure, vous voyez, entre la borne haute et la borne basse, et on pourra la reporter à la sortie soit haussière, soit baissière de ce triangle, afin de délimiter un objectif théorique. Donc on verra cet après-midi à 16h30 en fonction des stocks de gaz si ce dernier prend une direction claire et s'il arrive à s'extraire de cette configuration d'indécision. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets et comme tous les matins, on va commencer par les indices. Vous avez ici sous les yeux le SP500, l'indice directeur américain. Nous avons constaté en début de semaine que la zone des 2040 points avait bel et bien tenu après avoir été attaquée la semaine dernière. Nous avons pu constater mardi la cassure des plus hauts des dernières séances à 2060 points, ainsi que de la moyenne mobile à 15 séances, qui jusqu'ici nous a permis de bien cadrer l'indice. Cette moyenne mobile à 15 séances a été haussière et en soutien pendant à peu près 2 mois. Elle faisait résistance depuis le début du mois de mai, et donc mardi, on a eu un breakout, une cassure haussière de cette moyenne mobile, et nous avons donc relancé la dynamique haussière de court terme. Nous avons eu donc un beau signal haussier mardi. Hier, mercredi, la hausse a perduré. Nous avons cassé la borne des 2080 points. À court terme, tant que nous sommes au-dessus des 2080 points, on peut considérer donc qu'on a un support sur ce seuil et que la hausse pourrait continuer. A contrario, si des catalyseurs négatifs, notamment les statistiques de cet après-midi, engendraient de l'aversion au risque, en cas de cassure des 2080 points, nous pourrions assister à une consolidation des cours. Comme je vous l'ai expliqué hier, tant que les cours seront au-dessus des 2060 points de la moyenne mobile à 15 séances et de la borne haute du canal baissier ici que vous voyez sur mon graphique dont nous nous sommes extraits à la hausse mardi, tant qu'on sera au-dessus de ces 2060 points, eh bien la tendance haussière de moyen terme en place depuis 3 mois sera toujours valide.
Donc support 2060 points, support à 2080 points, consolidation si on casse 2080 points, a contrario les acheteurs garderaient la main et l'objectif théorique de la hausse c'est bien évidemment le retour sur les plus hauts annuels du SP500 qui se trouve à 2110 points. On va regarder les principaux indices européens, le CAC et le DAX. Je vous expliquais hier que ce n'est pas parce que nous avons connu une très forte appréciation mardi que nous devions baisser mercredi ou encore jeudi. Bien au contraire, ce chandelier haussier de mardi s'appelle un Marabozu haussier. Il a également était ici un chandelier d'avalement haussier, c'est-à-dire qu'en une séance, nous avons avalé tous les chandeliers des séances et de la séquence précédente. C'était donc un chandelier manifestement haussier, puissant, qui laissait entendre que la hausse pouvait potentiellement perdurer tant que nous tenions les supports. Or, les supports hier ont été testés dès l'ouverture et les acheteurs ont pris la main. Ce matin, nous avons connu un petit gap baissier. Et on peut constater que dès le cours d'ouverture, les acheteurs se sont présentés et ont pris la main, engendrant un nouveau plus haut hebdomadaire. Nous pouvons donc dire qu'il y a de l'appétit pour le risque, que la tendance est haussière à court terme et que tant que les supports tiendront, cette hausse pourrait perdurer. Vous avez vu ici la zone de résistance dans la zone des 10 080 points, 10 100 points. Tant que les cours sont au-dessus, nous pourrions évoluer en direction des plus hauts annuels, les plus hauts du mois d'avril à 10 450, 10 500 points. Si et seulement si les cours repassaient dans les séances qui viennent sous la zone des 10 080, 10 100 points, eh bien, on pourrait de nouveau reparler de neutralité. Mais à très court terme, en l'absence de catalyseur négatif, eh bien, ce sont les acheteurs qui gardent la main. Même constat sur le CAC 40. Le CAC 40, nous avions vu ensemble pendant 2 semaines, 3 semaines même, qu'il était resté coincé entre 4250 et 4370 points. Mardi, le CAC 40 a réussi à s'extraire de ce range avec un puissant Marabozu haussier. Il a clôturé sur la zone des 4450 points. Hier, nous avons vu lors de la matinale que les cours restaient bien orientés, que les acheteurs gardaient la main et que le CAC faisait face à une zone de résistance à 4450-4460 points. Cette résistance est une oblique en fait qui passait par tous les plus bas de février et d'avril et qui matérialisait une configuration en biseau ascendant. L'enjeu d'hier en fait était de réussir à réintégrer ce biseau ascendant afin d'effacer ou du moins de repousser les velléités baissières. Les acheteurs ont réussi à clôturer à 4480 points et donc à réintégrer ce biseau. Et vous pouvez constater ce matin qu'après une ouverture en faible baisse et un test de la borne basse du biseau réintégré, les acheteurs ont pris la main et ont enregistré un nouveau plus haut journalier, un nouveau plus haut hebdomadaire. Donc, même chose que sur le SP500 et le DAX. Tant que les plus bas du jour et tant que la zone des 4450-4460 points qui avait été définie comme résistance tiendra, eh bien les acheteurs gardent la main et de nouveaux plus hauts pourraient être enregistrés. A contrario, en cas de cassure des 4450 et donc de nouvelles sorties des cours en dehors de ce biseau, eh bien les cours pourraient consolider, soit latéraliser, soit carrément revenir vers la zone de soutien des 4380-4400 points. En tous les cas, à court terme, en attendant les catalyseurs, vous pouvez constater que la tendance est haussière, que le biseau a été réintégré, que les acheteurs ont la main, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et puis pour corroborer cette baisse du risque, en fait, cette baisse de l'aversion au risque, eh bien, nous regardons tous les matins le Volatility Index échéance juin 2016 sur la plateforme de CMC Markets. Nous avions vu ensemble dans les matinales précédentes, mais également dans le webinaire sur les indicateurs avancés, que cet indice de volatilité, communément appelé l'indice de la peur, était un indicateur avancé du sentiment du risque. Si la volatilité augmente, c'est souvent que nous avons des décalages baissiers qui s'opèrent sur les marchés. A contrario, lorsque la volatilité est particulièrement faible, c'est généralement signe de complaisance des opérateurs, de complaisance sur les marchés, ce qui signifie la plupart du temps un marché qui remonte. Donc voilà, tant que le Volatility Index est
orientés à la baisse, eh bien les indices pourraient rester orientés à la hausse. On va passer sur le marché actions. Peu de mouvements à la baisse ce matin. Ce sont surtout, comme je vous l'expliquais en introduction, des consolidations. Vous avez le titre AB Science, c'est une société biotechnologique qui consolide à plat depuis maintenant 2 semaines après s'être fortement appréciée au mois d'avril. Les cours au mois d'avril avaient pratiquement pris 100% en l'espace d'un mois. On retrouve Crédit Agricole, Natixis, Société Générale, donc les sociétés bancaires qui consolident leur hausse relativement puissante des 2 dernières séances. Et on retrouve également des titres comme par exemple Eutelsat qui avait publié un profit warning il y a 2 semaines et de ce fait le titre reste sous pression pour le moment. Dans les plus fortes hausses du jour, nous retrouvons Pierre et Vacances qui a publié de bons résultats. Le titre retrouve donc de nouveaux plus hauts annuels. Vous pouvez constater qu'il s'inscrit dans une belle tendance haussière. Donc grâce aux résultats de la société, on a décalé à la hausse ce jour. On retrouve également dans les hausses du jour les matériaux de base et les sociétés parapétrolières et pétrolières, étant donné que les matières premières sont toujours soutenues et que le pétrole, surtout, flirte avec les $50 sur le pétrole Brent. On retrouve donc Eramet qui reprend des couleurs après avoir travaillé sa zone de support des 27 €. On retrouve Valorec qui rebondissait déjà hier et avant-hier grâce à la bonne tenue des cours du pétrole. D'ailleurs, sur Valorec, vous pouvez tracer une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas et qui permettait de constater que malgré la cassure ici des 3 €, eh bien on pouvait ne pas considérer forcément la cassure du seuil horizontal, mais on pouvait considérer la tenue de l'oblique baissière qui passait par tous les plus bas. Donc à court terme, Valorec a réussi à stopper sa baisse et s'inscrit dans une 3e séance consécutive de hausse. Attention néanmoins à très court terme, on arrive ici dans la zone des 3,45 sur une résistance qui date d'il y a 1 semaine. Il faudra réussir à casser ce seuil en cours de clôture pour que la hausse puisse perdurer. A contrario, on aurait bien évidemment une consolidation des cours. On retrouve aussi dans les hausses des titres qui sont fortement haussiers depuis le début de l'année 2016, qui ont généralement publié de bons résultats récemment. On retrouve notamment Ubisoft qui avait publié de très bons résultats le vendredi 13 mai dernier, et depuis vous voyez que le titre reste particulièrement recherché. On retrouve Technip qui reprend des couleurs grâce à la bonne tenue des cours du pétrole. Et donc voilà, principalement dans les hausses, on retrouve soit des sociétés qui ont publié, soit les matériaux de base, soit les sociétés pétrolières et puis quelques titres spéculatifs comme Swatec. On va passer aux matières premières. Alors, Wassi me demande de parler de GBP Yen. On va faire ça dans quelques instants quand je vais passer sur le Forex. Loïc me dit « L'appétit pour le risque tient malgré l'approche de Brexit ». En effet, Loïc, comme nous l'avons vu lors des dernières matinales, la probabilité, au vu des derniers sondages concernant le Brexit, la probabilité du Brexit s'amenuise de semaine en semaine. Et vous aurez remarqué que le marché prend également cela en considération, puisque la livre, la monnaie anglaise, était la plus forte des monnaies cette semaine, et ce, malgré la hausse du dollar. La livre a réussi à s'apprécier contre le dollar et c'était la seule monnaie majeure à réussir à le faire. Donc ça prouve bien qu'il y avait un courant acheteur sur la livre qui a réussi à retrouver la zone des 1,47. La livre est passée en l'espace de 3 mois, entre février et mai. On a réussi à passer de 1,38 à 1,47. Donc on a repris 900 points sur cette paire. C'est tout de même le signe que la peur au sujet du Brexit qu'on avait en janvier et février semble s'estomper. On peut également constater que le FTSE 100 et le FTSE 250 surperforment bien les indices européens. C'est également le signe que les opérateurs n'ont potentiellement pas fortement peur du Brexit. Sinon, ils ne se placeraient ni sur la livre, ni sur le FTSE 100 ou le FTSE 250. Donc, le Brexit, c'est toujours un risque. Le référendum anglais, il aura lieu le 23 juin prochain, dans un mois.
À très court terme, en tous les cas, le Brexit ne semble pas peser pour l'appétit pour le risque. Au contraire, j'ai même l'impression que le fait que ce Brexit, ce potentiel élément baissier arrive, le fait que la probabilité de ce Brexit baisse, eh bien, ça a été un soutien des marchés actions ces dernières séances. On va passer donc aux matières premières. On va commencer, comme tous les matins, par les pétroles, avec le pétrole Brent qui inscrit un nouveau plus haut annuel ce matin à $50. Ce n'est pas étonnant puisque d'une part, il y a de l'appétit pour le risque, d'autre part, les stocks de pétrole sont ressortis bien inférieurs aux attentes, et enfin, le pétrole s'inscrit dans une tendance haussière. Tant que les cours du pétrole Brent seront dans un canal haussier et qu'aucun support ne cassera, eh bien, les cours peuvent continuer de grimper. Si et seulement si, à un moment donné, à cause de l'aversion pour le risque ou à cause de stocks de pétrole supérieurs aux attentes, les cours venaient à casser des supports, alors il faudrait être de nouveau prudent sur la suite des événements. En tous les cas, à court terme, la tendance perdure et le haut du canal sur le Brent se trouve désormais à $52, à $2 des cours actuels. Quant au support, il se trouve ici à 47,50, soit $2,50. Donc on est à $2,50 d'un support clé et à $2 d'un objectif. Et on verra cela en fonction des développements dans les séances à venir. Je pense notamment que la publication du PIB américain de vendredi devrait être un catalyseur intéressant, que ce soit pour les indices ou pour le pétrole. On va regarder également le pétrole WTI. Donc le pétrole WTI, même chose, nouveau plus haut annuel ce jour. Les cours sont bien orientés dans une tendance haussière à l'intérieur d'un biseau ascendant. Les cours du WTI sont à une petite encablure à 70 centimes des fameux $50. Vous remarquerez néanmoins, petit bémol par rapport à cette tendance haussière, que nous arrivons sur les $50. C'est un seuil qui avait bloqué les cours en octobre 2015. C'est une zone de résistance ainsi qu'un seuil psychologique. Et cela correspond à la borne haute du biseau ici en orange que vous voyez tracé sur mon graphique. Il se pourrait donc que dans cette zone de prix, à l'approche des $50, nous constations peut-être des reflux. Nous verrons cela en tous les cas quand on arrivera. Mais en tous les cas, pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Alors, ces dernières séances, on avait vu ensemble que l'argent, l'or, le platine et le palladium, donc les métaux précieux en général, consolidaient leur hausse de début d'année. La principale raison de la baisse des métaux précieux depuis 2 semaines, voire 3 semaines, c'est la hausse du dollar américain. Dès hier, je vous ai prévenu que ma thématique du jour serait potentiellement un reflux du dollar américain et donc un rebond des métaux précieux et des paires en dollars. C'est exactement ce qui s'est passé. On va voir le dollar américain dans quelques instants sur le Forex. Et vous pourrez constater que le dollar américain a cassé son oblique de soutien haussière. Il est donc passé de haussier à neutre. Et ça a permis donc aux métaux précieux de se reprendre à très court terme. Donc hier, le dollar nous a donné des signes de fatigue. C'est pour ça qu'on a eu des chandeliers d'hésitation et de fin de baisse potentielle sur les métaux précieux. Et aujourd'hui, alors que le dollar consolide, eh bien, les métaux reprennent un petit peu des couleurs. On va regarder notamment l'argent, me semble-t-il, est sur un seuil très propre. Il n'a pas réagi n'importe où. Voyez cela. L'argent, on avait vu ensemble une belle zone de résistance dans la zone des 16,20, 16,30 qui datait d'octobre 2015. Eh bien, vous pouvez constater que les cours sont venus pile poil prendre appui sur ce seuil hier. On est en fait revenu tester un support. Les cours de l'argent sont dans une tendance haussière de moyen terme depuis le début de l'année. Vous pouvez voir ici, elle est matérialisée par une oblique orange qui fait soutien. On a eu une belle envolée des cours au mois d'avril puisque le dollar était particulièrement baissier. Il y avait également de l'aversion au risque, pour le risque sur les marchés. Donc les métaux précieux comme l'or et l'argent qui sont un peu refuge ont été recherchés donc au mois d'avril. Et puis là en mai, puisque le dollar montait et puisque les indices montaient également, eh bien ces métaux précieux ont été délaissés. Néanmoins, vous pouvez constater que nous voilà de nouveau sur des supports tangibles, des réactions ont eu lieu et si le dollar américain venait à consolider un peu plus franchement, eh bien on pourrait voir des rebonds techniques se mettre en place sur l'argent comme sur l'or. Nous allons regarder les cours de l'or.
D'ailleurs, Laure, je vous ai rappelé hier que j'avais publié une analyse sur le site il y a à peu près 2 semaines. J'avais publié une analyse sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et analyse sous les 1300$ en expliquant que le plus dur restait à faire. En effet, au premier trimestre, les cours de l'or ont gagné 20%, soit une des plus fortes hausses des trimestrielles de ce métal depuis 30 ans. Il aurait fallu de l'aversion au risque au mois de mai et un dollar baissier pour que l'or puisse continuer de monter. Or, nous avons eu tout l'inverse. Il y a eu de l'appétit pour le risque et un dollar haussier, ce qui a engendré bien évidemment un reflux des cours de l'or. Et dans l'analyse, si vous l'avez lu, vous aurez lu que en cas d'échec sous 1300, on pouvait revenir vers 1250 et en cas de cassure des 1250, on pouvait revenir vers les 1210, 1220. Eh bien, nous avons touché 1218$ hier et les cours semblent réagir sur ce seuil. Nous verrons dans les séances qui viennent s'il ne s'agit que d'une petite réaction épidermique sur un support ou s'il y a effectivement la construction d'une base technique sur ce support afin potentiellement d'éventualiser un retour haussier dans le sens de la tendance principale de moyen terme de l'or qui reste haussière depuis le début de l'année 2016. Donc voilà pour l'or, l'argent, les métaux précieux et les pétroles. Le gaz naturel, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est dans un triangle et on verra à la publication des stocks cet après-midi à 16h30 ce qu'il se passe. Et puis concernant le blé que je surveille, le blé latéralise, il reste pour l'instant compris entre 450 et 470$ par boisseau. Il n'y a donc pas pour l'instant grand chose à dire sur ce dernier, j'attends un décalage mais pour l'instant il n'a pas eu lieu. On va passer pour finir sur les devises. Et sur les devises, vous savez que j'ai 2 principales thématiques sur lesquelles nous revenons tous les matins. La première thématique, c'est une paire, c'est l'AUD-NZD. La deuxième thématique, c'est le dollar américain. Alors concernant la première thématique, la paire AUD-NZD, en fait nous avons étudié cette paire et nous avons ensemble défini des zones de support et de résistance clés. Nous avons vu en début d'année que la zone des 1,13-1,14 avait fait résistance et que les cours étaient repartis à la baisse. Nous avons parlé de cette paire ces 3 dernières semaines en attendant patiemment qu'elle revienne tester un cluster de support. Un cluster, comme je vous l'ai répété hier, c'est un regroupement de supports. Nous avons en effet ici une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts de août-septembre 2015 et janvier 2016 et qui est arrivée en soutien sur les 1,0620 ces dernières séances. Et nous avons également une oblique haussière qui passe par tous les plus bas des derniers mois et qui fait soutien également dans la zone des 1,0620. Donc nous étions demandé si une réaction ne pourrait pas avoir lieu dans cette fameuse zone des 1,0620 puisqu'elle correspondait à des supports. Et effectivement, nous avons constaté qu'après une séquence baissière forte depuis la fin du mois d'avril jusqu'à la mi-mai, eh bien les cours avaient réussi à se stabiliser à plat. Nous étions donc passés d'une tendance baissière forte à une tendance un peu plus neutre. Et comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas passer très facilement d'une tendance baissière à une tendance haussière. On passe d'abord par une phase de neutralité. Je vous avais tracé donc hier un petit rectangle, une petite résistance dans la zone des 1,0730, 1,0740, les plus hauts des dernières séances. Et je vous ai expliqué que pour relancer une dynamique haussière de court terme, il faudra en cours de clôture réussir à casser les plus hauts des dernières séances, cette fameuse zone des 1,0740 qui a été testée ce matin. Donc pour l'instant, il y a des velléités haussières, mais la neutralité prévaut. Si et seulement si nous cassons cette zone de prix par le haut, alors on pourra parler d'un retournement valide à court terme. La deuxième thématique dont je vous parle tous les matins sur les monnaies, c'est bien évidemment le dollar américain. Comme je vous ai expliqué, le dollar américain évoluait le long d'une oblique haussière, matérialisant sa tendance haussière. Ce moyen graphique en fait d'établir une tendance est très pratique car je vous ai dit que tant qu'on était au-dessus de cette oblique de tendance, le dollar pouvait continuer de s'apprécier. Et donc, les paires en dollars et les matières premières étaient sous pression, notamment les métaux. Et on a vu aussi ensemble que si cette oblique cassait, la tendance du dollar passerait de haussière à neutre, auquel cas nous pourrions voir des rebonds techniques se faire sur les métaux précieux, comme l'or, ou bien les paires en dollars jusqu'ici baissières, comme l'euro-dollar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Le dollar est revenu sur son oblique.
Il l'a cassé ce matin et il consolide à plat, il latéralise au-dessus de la zone des 95 points, comme je vous disais en introduction de cette émission. Alors, à court terme, on est neutre. Ça veut dire qu'on pourrait très bien repartir dans le sens de la hausse, comme casser les supports et partir à la baisse. Donc pour l'instant, on a une stabilisation du dollar et donc une stabilisation de l'euro-dollar et de l'or. Si on veut voir l'or ou l'euro-dollar redémarrer à la hausse, il faudra que le dollar américain casse ce support des 95 points. Si et seulement si le dollar passait de neutre à baissier, alors l'or, l'euro-dollar, les actifs dénominés en dollars pourraient passer de neutre à haussier. À court terme, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Nous avons une neutralisation de la tendance haussière. Ça a permis des petits rebonds techniques sur l'or et l'euro, mais on est loin de parler d'un retournement baissier du dollar qui permettrait un retournement haussier de l'euro-dollar et de l'or. On parle à court terme de neutralité et on verra en fonction des prochains développements économiques, des prochaines statistiques, quelle direction choisissent les marchés. Car si cette zone de soutien tient bon et que le dollar devait repartir à la hausse dans le sens de sa tendance principale qui est ici haussière depuis 4 semaines, eh bien l'or, comme l'euro-dollar, pourrait de nouveau aller chercher des nouveaux plus bas hebdomadaires. On va d'ailleurs regarder les paires en dollars. Donc grâce à cette neutralisation du dollar américain, eh bien, le dollar australien jusqu'ici fortement baissier stabilise à plat. Vous pouvez voir que nous ne sommes pas dans un rebond technique fort et qu'il n'y a pas de retournement haussier pour l'instant. La raison en est simple, le dollar ne s'est pas retourné à la baisse, il s'est tout juste neutralisé. Donc on a une stabilisation sur l'AUD. Sur l'euro-dollar, on a une stabilisation des cours également. On a vu ensemble que l'euro-dollar évoluait à moyen terme dans un canal haussier, mais on a vu qu'à court terme, il était dans une tendance baissière matérialisée par une oblique de résistance. De la même façon en fait que le dollar américain était sur une oblique de soutien et haussier, l'euro-dollar était sous une oblique de résistance et baissier. Et vous pouvez voir que malgré la neutralisation du dollar ce matin, eh bien l'euro-dollar reste baissier et reste coincé sous son oblique. Donc certes, il a un petit peu réagi à la hausse ce jour, mais on ne peut parler de retournement pour l'instant. Il faudrait pour ce faire casser l'oblique de résistance en clôture et reprendre la zone des 1,12. Et vous pouvez voir qu'on n'a pas touché le bas de canal de moyen terme qui se situe dans la zone des 1,1080, 1,11. Donc on verra dans les prochaines séances, on ne peut pas faire de plan sur la comète pour l'instant. On a tout juste des stabilisations, mais pas encore de signaux de retournement de tendance. Donc on verra comment cela évolue dans les séances à venir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous sommes aujourd'hui jeudi et que je serai absent vendredi pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Donc, il n'y aura pas de matinale demain, elle reprendra lundi matin. Parenthèse fermée, on regarde les autres paires en dollars et notamment la livre dollar. La livre contre le dollar, donc c'est une des paires en dollars les plus haussières. Malgré la hausse du dollar depuis 4 semaines consécutives, eh bien vous pouvez constater que depuis 2 semaines, la livre monte contre le dollar. Ça montre bien en fait l'appétit pour le risque qui règne sur la livre et ça doit nous faire comprendre que les opérateurs sont moins enclins à envisager la possibilité du Brexit. La livre avait été délaissée en début d'année. Vous pouvez voir ici au mois de février qu'elle avait vraiment chuté fortement de 1,46 à 1,38 à cause de ces risques de Brexit. Depuis, les risques de Brexit n'ont fait que s'amenuire et donc la livre a repris progressivement des couleurs. Et puis, pour répondre à Wassi, on va regarder la paire GBP-Yen. Donc la paire GBP-Yen, on avait tracé une oblique de soutien qui passait par les dernières séances pour matérialiser une tendance haussière de court terme. Vous avez raison, Wassi, de me poser la question concernant la livre yen, ou du moins je comprends que vous vous posiez des questions, car effectivement la livre yen est haussière, mais à court terme, elle arrive sur une résistance clé. Nous avons ici dans la zone des 162,5 une résistance horizontale. Il ne faut pas oublier qu'à moyen terme, la tendance de la paire GBP-Yen sur 6 mois est baissière. Donc là, en fait, nous arrivons à la croisée des chemins
entre tendance haussière de court terme et tendance baissière de moyen terme. Et nous avons une résistance très claire devant les yeux. Si et seulement si cette zone de résistance venait à casser en cours de clôture, on pourrait connaître une nouvelle appréciation de cette paire. Si au contraire la paire échoue sous cette zone de résistance, on pourrait voir les cours de nouveau consolidés vers l'oblique de soutien ici dans la zone des 160, 160,5. Et puis concernant la paire USD-Yen, eh bien la paire USD-Yen, elle latéralise. Je vais d'ailleurs retirer l'oblique de soutien ici. Nous sommes à court terme sur l'USD-Yen neutre. On a un petit range ici qui s'est matérialisé entre 109 et 110,50. Les 109 tiennent et sont protégés, on peut le voir grâce aux réactions haussières des dernières séances, mais à la hausse, les 110,50 bloquent car c'est également la proximité d'une ancienne zone de support qui date de février et de mars qui fait résistance. Vous voyez, les plus bas de mars se trouvent à 110,6, les plus hauts de la semaine dernière à 110,6 aussi. Donc on comprend pourquoi les cours se sont arrêtés sous ce seuil. Donc si le dollar devait de nouveau être recherché et que l'appétit pour le risque perdurait sur les marchés, eh bien l'USD-Yen pourrait s'affranchir de la borne haute de son range et pourrait aller chercher la résistance suivante qui se trouve à 112. Si au contraire le dollar venait à intensifier sa consolidation de court terme, ou bien que les indices consolidaient, la paire USD-Yen aurait tendance plutôt à revenir vers la borne basse de son range. Voilà, nous avons fait le point sur l'actualité, sur l'absence de mauvaises nouvelles qui expliquent la bonne orientation des indices. Nous avons vu le pétrole toujours sur ses plus hauts annuels qui est également un facteur de soutien des indices. Par contre, vous aurez remarqué une chose qui a changé, c'est l'orientation du dollar. Haussier depuis 4 semaines, il consolide désormais et a neutralisé sa tendance à très court terme. Et on verra avec les statistiques à venir s'il arrive à redémarrer sa tendance haussière ou bien si au contraire il entame une correction baissière. Et si tel devait être le cas, on pourrait alors s'intéresser à des stratégies de rebond technique sur les matières premières ou les paires en dollars. Voilà, sur ce, j'ai répondu à toutes vos questions. Concernant les figures d'ETE, il n'y en a pas, Arnaud. Les ETE sont des figures d'épaule-tête-épaule de retournement sur les indices comme le CAC ou le SP500. Nous en avons parlé ensemble. Nous avons vu que pour valider des ETE, il fallait casser les supports. Les supports n'ont pas été cassés. Maintenant, il convient de ne pas voir les ETE partout. Les ETE sont des figures chartistes. Comme toutes les figures chartistes, elles ont une formation qui nécessite de la précision. Je vous invite donc à revoir comment une ETE doit être formée et surtout quand est-ce qu'une ETE se valide. En effet, une ETE se valide à la cassure de sa ligne de coût. Il n'est donc pas du tout propice, d'après François Baron, le maître du chartisme, d'anticiper la formation d'une ETE en se plaçant à l'éventuelle mise en place de la deuxième épaule. Donc oui, à court terme, le CAC arrive à 4500 points, il est monté depuis 3 séances, il fait face à sa zone de résistance du mois de mars et il pourrait respirer. Néanmoins, de là à anticiper une ETE, un retournement baissier et des cassures baissières, on en est vraiment loin. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon appétit, une bonne séance de trading, et donc je ne serai pas là demain, je vous retrouverai lundi avec grand plaisir à 10h tapante pour la matinale.